Il est 20h30 à Paris, l'heure dont va plus loin sur France 24 avec ce soir Ziad Limam, bonsoir, directeur d'Afrique Magazine, dont vous allez découvrir la une de ce mois-ci consacrée aux 15 villes les plus attractives du continent, selon bien sûr la rédaction. En face de vous ce soir, Gauthier Rybinski, bonsoir, chroniqueur international ici à France 24. Loin de l'indifférence du premier mandat, Donald Trump montre son intérêt pour l'Afrique. 5 chefs d'État sont reçus à la Maison-Blanche, un sommet pour multiplier les deals, commerce, sécurité et politique migratoire sont au menu. Lui aussi a été reçu par Donald Trump. Benjamin Netanyahou pour la deuxième fois en 24 heures. Une rencontre axée, dit le Premier ministre israélien, sur la libération des otages, lui qui rappelle dans le même temps sa volonté d'éliminer le Hamas. Ils sont invités à déjeuner par Donald Trump, les présidents du Libéria, du Sénégal, de la Mauritanie, de Guinée-Bissau et du Gabon. Un repas à la Maison-Blanche avec à la clé, espère en tout cas le président américain, plusieurs partenariats. Les enjeux en images avec Alexandra Quarini, on en parle ensemble dans un instant. 5 chefs d'État africains à la Maison-Blanche. Le format est inédit. Autour de la table, les présidents du Sénégal, du Gabon, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Libéria. Depuis son retour au pouvoir, le président américain semble soucieux de soigner ses relations avec l'Afrique. Un revirement loin d'être désintéressé. Les 5 pays sont riches en minerais stratégiques, manganèse et uranium au Gabon, pétrole et gaz au Sénégal, gisements de fer au Libéria et en Mauritanie. De quoi attiser l'intérêt de Donald Trump, qui en échange d'accès privilégié pourrait offrir un appui sécuritaire. Car c'est bien là un autre enjeu de la rencontre avec les dirigeants de ces 5 pays. Tous situés sur la façade atlantique nord, ils donnent directement sur la côte est des États-Unis. En renforçant ses liens avec eux, Donald Trump espère aussi contrer la Chine, très présente commercialement, mais pas seulement. On sait que la Chine, depuis quelques années, essaie d'installer une base navale. Il y a eu des discussions au Gabon et puis en Guinée équatoriale aussi, je pense. Et donc, il y a, j'allais dire, sur le plan sécuritaire, c'est très important pour Donald Trump et son administration d'avoir de bonnes relations, du moins, avec ces pays-là. Autre enjeu, celui de l'immigration. Le Sénégal et la Mauritanie sont des terres de départ vers l'Europe, mais aussi vers l'Amérique. 7 pays africains sont d'ores et déjà interdits d'entrer aux États-Unis et 24 autres sont menacés de l'être. Une question éminemment sensible, notamment du fait de l'argent que les expatriés envoient à leur pays d'origine. Au Sénégal, où plus de 30 000 ressortissants vivent aux États-Unis, le montant total de ces contributions dépasse celui de l'aide publique au développement, selon une source étatique. 5 chefs d'État, 5 pays, Libéria, Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau et Gabon. Ziad, pourquoi cela? Excellente question. Il manque les pays les plus importants en termes économiques. Oui, ce ne sont pas des poids lourds. On pourrait parler de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, etc. Il manque même des pays intermédiaires qui ont un certain poids, comme la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Tanzanie. Bon, la Côte d'Ivoire étant sur la côte ouest, les autres étant sur la côte est. Bon, visiblement, il y a le travail des équipes de Trump dont on essaye de comprendre leur propre logique, peut-être... La partie minéraux, ça c'est clair, la partie deal commercial, mais on a du mal à comprendre ce format. D'abord, même physiquement, je trouve que c'est un format très particulier d'avoir le président des États-Unis et les 5 autres chefs d'État en face qui passent presque l'un après l'autre leur oral. On avait parlé d'un sommet plus large au mois de septembre, Afrique-États-Unis, on ne sait pas trop si ça reste. Donc on est un peu perturbé par le mécanisme. On ne sent pas non plus
une cohésion, et si je me trompe, messieurs les chefs d'État, vous me corrigerez, mais on ne sent pas non plus une cohésion des 5 entre eux. Et ils ont chacun un dossier, probablement le Libéria, les mines de fer, le Sénégal, le pétrole, peut-être le contentieux avec la société australienne qui exploite les champs Sangomar, les Mauritaniens, les mines et le pétrole. Il y a les questions de sécurité, mais chacun va vouloir quand même jouer sa propre carte. Le Gabon, même chose, les mines. Donc on ne comprend pas très bien. Et la deuxième chose qu'on ne comprend pas très bien, ou qu'on comprend en voyant les images, c'est on se pose la question de votre collaboratrice et vous-même, vous avez dit un intérêt différent pour l'Afrique. Moi, je ne suis pas sûr, parce qu'il n'y a pas de cohérence politique. Il n'y a pas un plan Afrique. Il y a cette idée que on va faire du business. Il y a l'affaire Congo, RDC, Rwanda, qui était un semi-succès, parce qu'on attend de voir si on ira jusqu'au bout d'un accord réel de paix signé. C'est pas le son qu'on entend à Kigali et à Kinshasa. En même temps, vous avez sabordé l'USAID, qui était quand même une source très importante de revenus. En même temps, les Américains n'ont pas, je crois, donné de réponse ferme et définitive sur le renouvellement du fonds FAD de la Banque africaine de développement. Pourquoi ? En même temps, vous dites à 30 pays africains, en gros, je veux plus de vous, ou 7 plus 22, je veux plus que vous veniez. Donc on se demande, comme l'a dit d'ailleurs, je crois, le président de la Commission de l'Union africaine, on se demande comment on fait du business, je veux dire, profitable pour tous, win-win, avec autant de contraintes du côté africain. Donc il y a clairement une obsession chinoise, il y a clairement une obsession business, mais il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de cohérence d'ensemble qui ferait qu'on serait dans une nouvelle séquence américano-africaine. Gauthier, ce donnant, cette opération séduction, c'est plus la carotte d'un côté, le bâton de l'autre. On a, comme dit Ziad, on a du mal à savoir où on va finalement. Mais comme souvent avec Donald Trump finalement. Alors d'abord sur l'image, je reprends ce que vous avez dit. Moi je trouve ça fondamentalement choquant. On invite un chef d'État, on ne dit pas vous venez par 5 et alors la prochaine fois ça sera 10 chefs d'État africains. Bon là il y a quelque chose qui sur le strict plan protocolaire et ressemble en fait à Trump. Souvenez-vous quand même, je dis pas de bêtises, quand il qualifiait Donald Trump de pays de merde, la plupart des pays lors de son premier mandat. Bon, alors voilà, ça donne la tonalité du bonhomme. Et il n'avait reçu d'ailleurs, pardon je vous coupe, mais il n'avait reçu à l'époque, je crois que 2 chefs d'État de mémoire, c'était le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ça c'était pendant le premier mandat. Exact. Bon, alors là, moi je pense aussi qu'il y a une façon pour lui de transposer peut-être à bon compte, si vous voulez, d'avoir un théâtre, une sorte de laboratoire de ce que pourrait être, non pas une confrontation militaire, mais une confrontation avec la présence chinoise dans certains pays, et de voir comment elle peut être précisément maîtrisée par les États-Unis, de voir comment il peut, lui, justement, indiquer une sorte de chemin pour une victoire qui ne serait pas que symbolique, mais qui éviterait les grandes manœuvres. C'est-à-dire, encore une fois, en miniature, quelque chose qui ressemblerait à une opposition à la Chine. Alors, on voit mal comment, parce que, si vous voulez, les méthodes, par exemple, que la Chine a adoptées, je pense notamment en Zambie, ce sont des méthodes extrêmement, justement, issues du libéralisme, la manière dont on plaque les salaires locaux, y compris en faisant venir des travailleurs chinois. C'est une forme, effectivement, d'exploitation, tout ce qui est plus classique. Alors, est-ce que Trump essaierait, lui, de travailler par le social pour conquérir des parts africaines ? Bon, c'est vrai que tout ça paraît assez fumeux, d'autant que, pour lui aussi, n'oublions pas que tous les conflits, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la RDC et du Rwanda, ce sont pour Trump souvent des conflits, comme il dit, on n'y comprend rien à ces conflits, ils coûtent cher et on n'en a que faire. Alors, cette idée-là, est-ce que c'est vraiment... peut-être pas une idée à lui, mais l'idée quand même de justement de ne pas laisser de continent vierge à son action, parce que, se dit-il, il y a aussi cette idée, alors peut-être que c'est en ça qu'il y a une cohérence, que la prétention qu'a par exemple un Poutine de représenter ce Sud global, alors on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, les nouveaux déshérités, les nouveaux damnés de la Terre, que là il y a une forme de conquête. On ne sait pas ce qu'elle donnera, mais souvenez-vous qu'à plusieurs reprises, Poutine, alors un peu moins maintenant, mais a prétendu être à la tête de cela, c'est-à-dire, au fond, le combat contre les ex-colons, contre l'ex-tutelle coloniale, et que là, il y a peut-être quelque chose qui serait un peu plus facile à son idée que de s'affronter de manière claire et précise.
c'est une sorte de laboratoire, pourquoi pas, mais pour l'instant, sans grande consistance. La réalité, c'est que les États-Unis ont beaucoup de mal à avoir une politique africaine. Avec la difficulté africaine que l'Afrique, c'est immense. Donc on ne peut peut-être pas aussi avoir tout le temps la cohérence, plus de 50 pays, 1,2 milliard ou 1,3 milliard d'habitants. Bon. Mais quand même quand il y avait un enfant de la diaspora, Barack Obama, il n'y a pas eu un reset. D'ailleurs, le seul véritable accord très important, c'est l'AGOA. Et l'AGOA, on le doit à Clinton-Bush. Donc ça remonte. Et d'ailleurs, l'AGOA, qui est un véritable élément de commerce afro-américain, est mise en danger aussi parce qu'on n'a pas de réponse. Il y a des rumeurs qui disent on va le maintenir pendant 2 ans, mais c'est pas sûr, mais oui, mais non, mais oui. Donc ça, c'est un. Et 2, le volume du commerce entre les États-Unis et l'Afrique, c'est peanuts par rapport au volume du commerce entre l'Afrique et l'Europe et le volume du commerce entre l'Afrique et la Chine. Donc quand vous dites « je suis contre la Chine », parce que je suis un peu obsessionnel comme tous les Américains, il n'y a pas que lui, tout l'appareil américain, la Chine. On voit d'ailleurs avec la guerre commerciale. Mais la Chine, avec tous ses défauts, c'est d'abord une certaine cohérence. Ça fait 20 ans qu'ils ont lancé leur plan des routes de la soie, ça fait 20 ans qu'ils ont identifié les pays partenaires. Dans certains pays, ils sont devenus le premier partenaire commercial devant la France, tout le monde, l'Europe, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Donc il y a une cohérence, il y a une puissance qu'on ne peut pas attaquer. Ils font des efforts sur le soft power. Il y a un chiffre qui circule depuis aujourd'hui qu'il y a plus d'étudiants africains en Chine que d'étudiants africains aux États-Unis. Mais ça, c'est des petits éléments, mais ça prouve que les Chinois font attention aussi au côté soft power, de la langue, les instituts Confucius, tout ça. C'est pas encore l'Amérique, mais ils y vont. Et donc, cette approche parcellaire, en plus... Lui, il y connaît vraiment rien, donc c'est pas facile. Mais autour de lui, il y a peut-être il y a le fameux membre de sa famille qu'on voit très bien sur les images. Marwan, son nom de famille vient de m'échapper. Moi aussi. Qui visiblement joue un rôle très important. Excusez-moi d'avoir oublié le nom. Donc voilà, mais ça, c'est pas une politique. Je voudrais qu'on a évoqué ces accords de paix, en tout cas cette volonté d'accord de paix, par exemple, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide de Donald Trump. Donald Trump, faiseur de paix en Afrique, ça pourrait contribuer à son prix Nobel de la paix dont il rêve tant. Je voudrais qu'on entende à ce propos le président du Gabon. Il a été interrogé à ce sujet. Regardez. Je me suis également dans ma zone, notamment celle de la CAC, où il a ramené la paix entre la RDC et le Rwanda. C'est ma zone, la CAC. Nous nous sommes réunis à plusieurs fois en chef d'État. C'est un accord qu'on n'a jamais pu obtenir dans la CAC. Aujourd'hui, c'est le président Trump, un président d'ailleurs, qui ramène la paix dans la CAC. Donc je pense qu'il le mérite, ce prix Nobel. C'est mon avis. Encore une fois, ça a le mérite d'être clair. Non, encore une fois, je ne veux pas singulariser la discussion, mais Benjamin Netanyahou dit il mérite le prix Nobel, le président du Gabon dit il mérite le prix Nobel. On sent bien aussi qu'on s'est passé le mot en termes de comment traiter Trump. Oui. Mais ça peut marcher. Alors ça peut marcher, sauf que probablement il n'aura pas le prix Nobel, donc ça peut marcher. On est dans... Si vous voulez, il y a aussi... on le craint. C'est-à-dire on a peur de ce qu'il peut faire. Il peut dire ah bah tiens, tel pays, hop, 70% de taxes, ou tel pays, 0 visa. Oui, il est tellement imprévisible. Votre reportage parlait du Sénégal, où il y a une communauté très importante de Sénégalais aux États-Unis. C'est une vraie communauté, pour ceux qui connaissent les États-Unis. Si vous dites plus de visa, vous coupez les liens familiaux, vous coupez les liens... Enfin, bref, donc il fait peur, et donc on a tendance à y aller comme ça. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une forme de collectif africain dans ce type de négociation. Il y a un manque de coordination, justement, des pays africains. Il y a un manque de coordination parce que les pays sont fragiles, parce que les pays sont sensibles à la menace, parce que si vous, encore une fois, les taxes, les visas et tout ça. Donc,
chacun essaie de sortir sa carte du jeu, mais normalement tout ça devrait être mieux coordonné, tout ça devrait se passer en partie à l'Union africaine, tout ça, il devrait y avoir une position commune sur l'AGOA, il devrait y avoir une position commune sur un certain nombre de sujets, il devrait y avoir une position commune sur le changement climatique. Vous dites que, Monsieur le Président, vous êtes un faiseur de paix, c'est très bien, mais vous avez pratiquement sabré tous les budgets qui sont liés au changement climatique. Or, nous, Africains, si jamais il y a une émergence, il faudra qu'elle passe par le développement durable et une adaptation qui va coûter très cher. Donc tout ça, c'est des débats qui peuvent être tenus, mais c'est vrai que quand vous regardez cette image, quand vous êtes comme ça face à lui et à ses 4 conseillers, c'est extrêmement difficile. Gauthier, sur ce manque peut-être de coordination africaine. Alors c'est toujours compliqué parce que reconnaître aussi l'Afrique dans ce qu'elle a d'actuel et de moderne, c'est aussi de reconnaître, et c'est normal, qu'il y ait des divergences, des intérêts divergents, qu'il y ait des politiques différentes. Dire l'Afrique, c'est aussi une manière de l'étêter, de la caractériser et même de la caricaturer. Donc il faut bien sûr qu'il y ait ce type de différence. Et d'ailleurs là on voit bien chez Trump que c'est l'Afrique, d'un seul bloc. Alors sur les paroles effectivement concernant le prix Nobel de la paix, c'est ce qu'il y a de sidérant, si vous voulez, c'est qu'au fond, il fait peur. Et il fait peur, et auprès de certains qui ont une grande caisse, on va dire, face aux États-Unis, quand il frappe, il fait peur aussi. Donc c'est instructif, mais d'une manière catastrophique au fond, parce que ça veut dire que cette peur marche. Moi je voulais juste ajouter une chose sur la question du prix Nobel. Nous on a en France un vieux film qui s'appelle la 7e compagnie, et à un moment il y a justement un soldat qui dit qu'est-ce que vous nagez bien, chef. Et alors vous avez le chef de la compagnie qui nage parfaitement bien. Bon, c'est du cirage de bottes, mais à ce niveau-là c'est plus drôle, ça n'est plus drôle du tout. C'est une manière de se soumettre à l'ordre de Trump, qui est un ordre en plus assez infantile, assez paranoïaque aussi. Si on en est là, alors on comprend la fragilité de certains, mais ça veut dire aussi que certains qui sont fragiles ne voient pas ou ne voient plus ailleurs de soutien ou possible pour faire contre-pied ou contre-poids à l'importance du moteur de Trump. Juste un mot, c'est donc le conseiller Afrique, c'est Massad Boulos, qui est affilié à la famille du président, mais qui a le mérite de bien connaître le terrain et donc d'avoir lui développé un certain nombre de relations personnelles qu'il a construites et qui peuvent lui permettre d'approcher de ce qui ressemblerait une forme de cohérence. Mais il va falloir persuader son président qu'on ne peut pas faire du business sans les visas, sans les étudiants, sans l'AGOA, tout ça, c'est un package. Mais c'est d'ailleurs, pardon, juste un mot, c'est d'ailleurs ça qui tente aussi Trump, c'est que quand il voit que les choses sont compliquées, il dit on doit y arriver par du business au fond. C'est la même appréhension qu'il a aussi du businessman sont plus fortes finalement. Oui, parce qu'il s'est dit justement le business va clarifier. C'est comme ça qu'il a procédé aussi en Ukraine. Et il faut reconnaître qu'à la grande surprise, ce qu'il a arraché aux Ukrainiens, en quelque sorte, n'est pas aussi défavorable aux Ukrainiens qu'on aurait pu le penser, au rang des terres dites rares. Mais vous voyez, c'est l'approche pour lui qui est censée simplifier les choses. Or, l'Afrique, c'est X États, c'est X histoire. Est-ce qu'il ne profite pas aussi, quelque part, de l'absence de l'Europe? Parce que l'Europe perd aussi du terrain sur le continent africain. D'ailleurs, c'était la question que posait Jeune Afrique. L'Europe a-t-elle encore, je voudrais qu'on voit la une, l'Europe a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique? D'abord par le poids. Je crois que c'est Chine, Europe et très loin derrière. Donc il faut pas. Moi, je rentre pas dans ce pessimisme euro-africain. Il y a un pessimisme euro-africain sur la question du dialogue politique. Ça, c'est très clair. Ça enclenche pas. Il n'y a pas de leader en Europe qui prend ce dossier Afrique où Emmanuel Macron a un peu essayé. Giorgia Meloni a un peu essayé sur le biais de l'immigration, mais le débat politique est très pollué. Mais dans la réalité du business, l'Afrique et l'Europe sont partenaires. Et tous les jours, il y a des entreprises, des investissements en Afrique. Les entrepreneurs ne sont pas complètement aveugles au fait que c'est la frontière sud, que c'est là que ça se passe, qu'il y a une classe moyenne. Donc je pense que ça fonctionne relativement économiquement. Ça fonctionne moins sur le plan des financements
longue durée parce que les Européens n'ont plus d'argent, en gros, et ça ne fonctionne pas très bien sur le plan politique parce que ce débat-là est capté par des enjeux politiques internes à l'Europe au lieu d'être projeté vers l'Afrique où on est dans les histoires de migration, de visa, de trucs, de protection, de sécurité, parce que c'est le débat ici. Gauthier, peut-être un mot rapide avant de passer à notre deuxième sujet. Juste, là, on n'a pas le temps, mais c'est un débat qui nous oppose. Non, mais tout simplement, bien sûr que tout cela compte, que évidemment, on voit le rôle encore au niveau économique d'investissement en Afrique, mais que si politiquement, dans certaines sociétés africaines, ce rôle européen est perçu comme néfaste, bien sûr que c'est un frein, même s'il continue d'exister. Je veux dire par là que la représentation que certains Africains, certaines élites africaines politiques ont de cette situation peut être favorable, on l'a vu dans certains cas, peut être favorable justement à des j'allais dire des intrusions, non, à la présence d'autres qui sont en Afrique et qui à ce moment-là, eux, se livrent au fond à une forme de prédation encore plus, on va dire plus grande et plus large que l'a été. Non, mais le mariage avec l'Europe n'est pas obligatoire. On peut se marier avec la Chine, on peut se marier avec la Turquie, avec le Brésil, avec l'Indonésie. C'est une forme de polygamie. Mais ils ont intérêt à le faire. Oui, ils ont intérêt à le faire. Je veux dire par là que leur représentation aussi, quand au Mali on dit il y en a marre des Français, on peut le comprendre à 100%. Ouais, mais est-ce que c'est une raison pour autant de se jeter dans les bras de la Russie? Vous voyez, la discussion est ouverte. Mais celle-là, il nous faut 4 émissions. Pour plusieurs, on va plus loin pour essayer de discuter. À la rentrée. À la rentrée. D'accord, je voudrais qu'on en vienne à ces deux rencontres en 24 heures, celle entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Objectif, obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Le président des États-Unis insiste auprès de son allié pour une trêve. Le Premier ministre israélien lui rappelle sa volonté d'éliminer le Hamas. Deux rencontres en si peu de temps, Ziad, c'est le signe que Donald Trump maintient la pression sur son allié ou pas? Il maintient la pression dans une forme d'ambiguïté. C'est-à-dire, on ne va pas au-delà de certaines limites. Je pense vraiment que Trump aimerait avoir une victoire, même symbolique, sur ce dossier, mais qu'en réalité, ils ont beaucoup de mal avec leurs partenaires parce que stratégiquement, ils sont quand même un peu alignés. Et tant que je n'aurai pas de son qui sort de Doha, qui sort du médiateur, on apprend aujourd'hui, alors c'est le Hamas qui parle, qui dit que les négociations, alors ça c'est pas une grande surprise, sont difficiles du fait de l'intransigeance israélienne, ça ce sont les mots qui sont cités, et le Hamas qui se dit d'accord pour relâcher 10 otages, c'est la partie du deal, mais ça va pas plus loin pour l'instant. Ce qui pose problème, c'est l'arrêt définitif des hostilités et le retrait des troupes israéliennes. Et ça correspond pas à des objectifs stratégiques israélien, et ça ne correspond pas à la pensée folle et messianique de certains aux États-Unis et en Israël, avec leur plan excusez-moi, j'arrive pas à trouver le mot. Concentration, relocalisation, ce sont les mots qui sont employés en tout cas. C'est des mots extrêmement lourds. Déjà, le fait qu'on ne puisse pas les utiliser, ça prouve à quel point c'est dingue que ça soit dans le débat. C'est dingue que les Américains ne s'élèvent pas contre ça. C'est dingue que les Européens ne s'élèvent pas contre ça. Je veux dire, on ne se rend pas compte à quel point la prétention morale de l'Occident s'effrite tous les jours avec ce dossier. Et donc, je pense que les Américains, ils sont à la fois du côté d'Israël, ils sont à la fois conscients que tout ça devient très très difficile, que si on pouvait avoir au moins une forme de trêve, ça permettrait de passer à autre chose, et au président, par ailleurs, d'aller s'intéresser de nouveau à un autre dossier, etc. Mais quand même, sur le fond, c'est tragique qu'on en soit à des discussions de mettre les gens au sud de Gaza, de leur filer de l'argent pour qu'ils partent et que tout ça est accepté. Gauthier, ce plan justement de relocalisation, concentration, selon les termes qui sont employés, pourrait faire partie d'une concession américaine. Donald Trump pourrait lâcher sur cette initiative. Dans quel sens, vous voulez dire? Dans le sens, ça pourrait être envisagé soit comme contrepartie de l'accord, soit... parce que, comme le disait Ziad, il y a des désaccords qui sont des désaccords, je dirais, plutôt ponctuels, pas de désaccords de fond. Est-ce que Donald Trump pourrait aller jusqu'à autoriser ce fameux plan? Je crois que rien n'empêche Trump de suivre cette voie-là. Et précisément parce qu'il n'est absolument pas sensible à ce type de remarques, au fait qu'on parle justement, certains parlent de déportation, d'expulsion, etc. Donc ça, si lui peut même se donner la sensation qu'il a remporté cette victoire, y compris provisoire,
il le fera. Je cite à chaque fois, pardonnez-moi si ça fait la énième fois que vous l'entendez, Ziad aussi, mais ce fameux sommet de Singapour en 2018 avec Kim Jong-un, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu là-dessus? Que le type était adorable, qu'il s'échangeait des mots affectueux. Qu'est-ce qui est sorti? Rien, 2 fois rien. Et pourtant, qu'a fait Donald Trump? Il s'est empêché, il s'est évertué par la suite à mettre le couvert sur cette occurrence, sur cette occasion. Donc, oui, il le fera. S'il faut, il le fera, il n'aura aucun scrupule. Simplement, la victoire qu'il s'attribuera sera nettement au-delà de ses mérites. Et de ce point de vue-là, là où c'est compliqué, bien sûr, c'est toujours compliqué parce qu'on a aussi affaire à un Netanyahou qui, même en présence de Trump, fait comme il a souvent fait avec les présidents américains, c'est-à-dire qu'il donne l'impression d'être en parfait accord et puis après il fait ce qu'il veut. Et souvent, il place devant le fait accompli au point que l'autre doit faire comme s'il était parfaitement au courant de tout et entériner des choses qu'il n'avait pas prévu d'entériner ou pas tout de suite. Donc il y a là la conduite aussi par Netanyahou et ses acolytes de la coalition et les ministres d'extrême droite. On en est là, c'est-à-dire qu'on en est à dire il ne faut plus, c'est ce que disent des gens comme Ben Gvir, il ne faut plus qu'il y ait de Palestiniens dans la bande de Gaza. C'est en soi, ce sont des gens dangereux. Et vous voyez que là, on rattrape malheureusement ce que Netanyahou depuis longtemps. Il fabrique au fond les conditions pour qu'il puisse, lui ou un autre, dire à long terme, vous voyez bien, je vous l'avais dit, on ne peut pas parler avec les Arabes. Et c'est ça la fabrique dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que la trêve, là aussi, c'est immonde. Une trêve, on dit voilà, 60 jours, et après, qu'est-ce qu'on fait? Et on se donne rendez-vous dans 60 jours, et on remet la mitraille. Attendez, là, il y a quelque chose d'affreusement cynique, et c'est vrai que nous, on est là un peu les bras ballants face à ça. Et ce sera malheureusement le mot de la fin. Gauthier Rybinski, Ziad Limam, merci à tous les deux pour On va plus loin. C'est fini.